Pierre Rabhi est un homme pluriel et singulier. Pluriel, car tout à la fois agriculteur bio dans ses Cévennes aimées, essayiste, écologiste, poète et romancier. Cet homme de 79 ans, à la silhouette fine mais non fragile, le visage au regard végétal sur lequel se lisent ses origines sahariennes, a aussi une singularité de parole et de parcours. Né Rabah Rabhi, musulman dans le Grand Sud algérien, confié à l'âge de 5 ans à un couple français catholique, converti ensuite au christianisme. Singulier également, car il peut se faire aussi philosophe, voire prophète. Philosophe quand il observe la société de surconsommation, ses failles et faillites, l'argent roi, dont il partagera peut-être le mot de Léon Bloy qui disait que l'argent, c'est le sang des pauvres. Prophète aussi. Mais sans imprécation et anathème. Le ton reste égal, la voix demeure douce, mais les avertissements sont là, annonçant apocalypse écologique et feu du ciel en pluie acide et nuages noirs de charbon. Pour ceux qui chercheraient encore chez lui un manifeste du parti écologiste, ce petit livre vert n'existe pas. Mais Pierre Rabhi a compilé dans divers livres, en auteur prolixe de la convergence des consciences à la part du colibri ou encore un manifeste pour des oasis en tout lieu, toute une philosophie simple, qui s'adresse en individualité à chacun. Des documentaires aussi, de l'Odyssée de l'empathie à deux mains, films dans lesquels il promène sa figure désormais presque en signature Lego, chemise à carreaux, pantalon de velours côtelet, bretelles et sandales. Pas de lendemain qui chante donc pour Pierre Rabhi mais des actes quotidiens. Cultiver son jardin est un acte de résistance, dit-il ainsi, complétant la sentence voltairienne. Une approche apolitique, voire méfiante envers elle. Certains de ses détracteurs lui reprochent d'ailleurs d'axer sa pensée sur la seule transformation individuelle, négligeant ainsi les rapports de force et l'action collective devant émerger contre ceux-ci, au risque de ne pas interroger au mieux les causes concrètes de la pollution. D'autres polémiques encore, qui viennent brouiller son bonhomme de chemin. Mais ne dit-on pas que nul n'est prophète en son pays ? Entretien. Afrique. Vous avez grandi dans le Sahara algérien, avez travaillé, entre autres, au Burkina Faso. Qu'avez-vous retenu de votre expérience africaine? Pierre Rabhi. Mon implication dans les zones sahéliennes concerne évidemment une énorme problématique qui est celle de la faim, donc de l'agriculture et des populations qui sont à la dérive. Elles se retrouvent piégées par une logique internationale qui les pousse à produire toujours plus pour exporter donc gagner de l'argent. Tout cela au détriment de leur mode de vie séculaire qui consistait à travailler la terre, à s'occuper des troupeaux, toutes sortes d'activités qui sont par nature de survie et qui n'ont, au final, pas si mal fonctionné que cela. À partir du moment où l'on a connecté ces modes de vie à la logique du marché international, on a fait à ces populations africaines énormément de mal. Dans un village africain de 100 personnes par exemple, si on demandait à chacune d'apporter ses économies, on collecterait peu d'argent. Pourtant, elles vivaient et non survivaient, car ces populations savaient répondre à leurs besoins et nécessités de façon directe. Tout un savoir-faire qui se transmettait de génération en génération. Mais la logique productiviste a considéré que cette force de travail devait être intégrée dans le cadre de la mondialisation. À partir de là, certains pays sont tombés dans la monoculture, car il fallait produire des produits exportables, cacao pour tel pays, arachide pour tel autre, etc. L'argent est entré dans leur système et on les a ruinés. Ils ont travaillé pour enrichir des trusts tournés vers l'exportation et se sont appauvris eux-mêmes. On a créé une rupture dans l'équilibre de vie de ces populations qui ont été affamées. À cela, il faut ajouter les aléas climatiques et les variations de la loi du marché. Cela a exacerbé les pénuries et les famines, et je maintiens cela de façon très forte. Ces populations ont été dévoyées et obligées de s'adresser à des coopératives qui leur proposent en outre pesticides, semences sélectionnées, engrais chimiques. Une logique mortifère que ces paysans africains ne maîtrisaient pas. Pourtant, vous dites dans votre livre La convergence des consciences que l'un des freins à la prospérité de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. C'est faire fi de ce que vous venez de décrire et de l'histoire qui mêle colonialisme et pillage organisé. Je ne dédouane pas les pillards et toutes ces fripouilles qui cherchent à faire du profit sur le dos de ces populations. Mais ces pillards ont trouvé des complicités à l'interne. Certains États africains n'ont pas protégé leur peuple et les ont livrés à des multinationales qui ne les ont fait produire que pour l'exportation. Le cas de Thomas Sankara est exceptionnel.